Alors, on va maintenant continuer avec une conférence de consensus très intéressante sur la cirrhose, publiée par la HAS en 2008. Il y a absolument tout dedans, elle est très complète. Elle m'a beaucoup servi pendant ma D4, on va l'étudier un petit peu ensemble. Comme dans toute pathologie grave, la HAS commence ce consensus en détaillant les signes de gravité de la cirrhose. La gravité de la cirrhose, il y a un score à connaître, je pense qu'il faut savoir childer de la cirrhose, c'est le score de Child-Pugh. Alors, le score de Child-Pugh, moi j'avais personnellement un petit moyen mémotechnique pour le retenir. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, hein, c'est pas vraiment le mien. C'est le mémotechnique TABA, le T avec TP. Sachez qu'on a 3 possibilités de score. 1, 2, 3. Dans les tableaux comme ça, je faisais toujours la même chose, je retenais que le milieu. Soit c'est inférieur, soit c'est supérieur. Vous retenez que ça et vous avez tous les scores en même temps. Donc le TP, c'est score 2 s'il est compris entre 40 et 50. Le A pour albumine si elle est compris entre 28 et 35 grammes par litre. Le B de la bilirubine totale, attention pas la bilirubine conjuguée. Si elle est compris entre 35 et 50, on est sur du 2. L'acide minime, c'est également 2. Et cerveau pour encéphalopathie, grade 1 ou 2, c'est toujours sur du score 2. Le score de Child-Pugh, il peut être 5 ou 6. C'est les scores les plus bas. La cirrhose est alors compensée. Il peut être, on dit que c'est Child A, 5 ou 6. Il peut être Child B, 7, 8 ou 9. Dès qu'on est Child B, on est dans une cirrhose décompensée. Et de 10 à 15, là aussi, Child C, on est dans une cirrhose décompensée. Voilà pour le score de Child-Pugh qui est, je pense, à maîtriser, qui est bien détaillé dans la conférence de consensus de la HAS, qui est à connaître. Petit mémotechnique sympathique. Alors, le bilan complémentaire initial d'une cirrhose. Si on vous demande de compléter les examens complémentaires, on vient de le voir, on n'oublie pas de piquer de quoi childer, un bilan hépatique complet, TP, NFS, plaquettes, pour un bilan biologique de base classique. On n'oublie pas un bilan étiologique systématique, parce qu'on est dans une hépatopathie chronique, il faut rechercher des comorbidités hépatiques. On ne va pas aller se lancer de suite sur du Wilson ou sur une maladie, une hépatite auto-immune. On va faire ce qu'il y a de plus fréquent. On va faire une sérologie VHC, deuxième étiologie en France après l'alcool. Attention, VHC est plus fréquent que VHB dans la cirrhose. Donc sérologie VHC, une sérologie VHB, plus ou moins une sérologie VIH en cas de cofacteur de risque de maladie sexuellement transmissible. On va éliminer une stéatohépatique non alcoolique en mesurant la glycémie à jeun et une exploration des anomalies lipédiques. Et également, on va rechercher systématiquement une hémochromatose, parce que ça reste fréquent malgré tout, avec ferritine et coefficient de saturation de la transférine. On n'oublie pas le dépistage systématique du carcinome hépatocellulaire avec l'alpha-fétoprotéinémie et l'échographie hépatique. L'échographie hépatique il ne sert vraiment pas qu'au dépistage du CHC. On va rechercher des signes de diagnostic positif de la cirrhose, une dysmorphie hépatique, une hypertension portale, une thrombose porte, peu importe, on peut rechercher plein de choses sur l'échographie hépatique dans la cirrhose. Et on va faire systématiquement, initialement, une fibroscopie œsophagène à la recherche de varices œsophagènes, complications de l'hypertension portale ou de varices gastriques. Alors, le bilan complémentaire initial, la gravité, les étiologies les plus fréquentes, une échographie hépatique, une FOGD, l'alpha-fétoprotéine, et on en a vu ce qu'il y avait de plus important. La prise en charge thérapeutique de la cirrhose, c'est une question vraiment longue, tiroir, il y a énormément de choses à ne pas oublier. Il faut se rappeler qu'elle doit être globale. Premièrement, on commence par l'étiologie. Si c'est une hépatite, on fait le traitement antiviral. Si bien entendu la cirrhose est compensée, sachez que le traitement des hépatites est contre-indiqué en cas de cirrhose décompensée. Si c'est une étiologie alcoolique, on fait un sevrage alcoolique. On traite l'étiologie de la cirrhose pour enrayer cette évolution vers la fibrose et la cirrhose. On traite les facteurs aggravants, les comorbidités hépatiques, sevrage alcoolique, lutte contre le surpoids, on évite les hépatotoxiques, etc., etc. Un petit mot juste, dans ce contexte d'insuffisance hépatique possible et de sevrage alcoolique, la fameuse question de l'indication des benzodiazépines. Oui ou non, peut-on faire un sevrage du délirium très mince en cas de cirrhose alcoolique? Peut-on mettre des benzodiazépines en systématique et en prévention de ce sevrage? La réponse dans la conférence de consensus de la HAS est plus ou moins claire. On va préférer l'oxazépam, un traitement court, 7 à 10 jours, pour prévenir la survenue de manifestations neurologiques et du délirium très mince. Attention cependant, si on a une insuffisance hépatique sévère, les benzodiazépines sont contre-indiquées du fait du risque d'encéphalopathie. Donc oui, une cirrhose compensée, on peut faire une prévention du délirium très mince
En préférant l'oxazépam qui n'est pas métabolisé par le foie, on peut faire une prévention de délirium très mince. Par contre, si on a une insuffisance hépatique sévère, non, parce qu'on va mettre des benzodiazépines, c'est des psychotropes, on va avoir une encéphalopathie, on va aggraver le patient. La balance bénéfice-risque n'est pas favorable. Donc on évalue la fonction hépatique, si c'est possible, on en donne, si c'est pas possible, c'est une contre-indication. L'insuffisance hépatique est une contre-indication des benzodiazépines. Voilà pour ce petit topo sur la prévention du délirium très mince. On a vu l'étiologie, on a vu les comorbidités hépatiques, on va prendre en compte on va prévenir les complications de la cirrhose. Sachez qu'il faut prévenir les varices œsophagiennes. On a fait une FOGD, on va la répéter en fonction de plusieurs choses. En fonction du grade des varices, si on n'a pas de varices, on va répéter la FOGD tous les 2-3 ans. Si on a une varice de grade 1, on va répéter la FOGD tous les ans. Si on a du grade 2 ou du grade 3, on va faire une prophylaxie primaire, une prévention primaire de la rupture de varices œsophagiennes. On a deux possibilités de traitement. Les bêta-bloquants non cardiosélectifs, on peut donner du propanolol. À ce moment-là, on n'a pas de contrôle endoscopique systématique. L'autre possibilité, en cas d'intolérance ou de contre-indication bêta-bloquant, c'est la ligature endoscopique des varices. Et là, on fera un contrôle endoscopique. Donc, les varices œsophagiennes, on ne les oublie pas. C'est de la prévention primaire, ça fait partie intégrante du traitement de la cirrhose. On prévient les infections bactériennes. Il faut se rappeler que le cirrhotique est immunodéprimé. Il est à risque d'infection pulmonaire bactérienne. Il fait plus souvent des pneumococcis. Donc, on va lui conseiller une hygiène bucco-dentaire et cutanée. 4 vaccins systématiquement. VHA et VHB, ça paraît logique s'il n'est pas immunisé pour prévenir les comorbidités hépatiques. Le pneumocoque, on vient de dire, il est à risque d'infection pneumococcique grave. Et la grippe. Voilà, le pneumocoque, attention, c'est le 23 valence. Hein, ne confondez pas avec le pneumo 13 de l'enfant de moins de 5 ans. Pour finir, avec l'hépatoprotection, on peut considérer ça comme de l'hépatoprotection parce que comme on fait de la néphroprotection dans l'insuffisance rénale chronique, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués à éviter. Sachez qu'en cas d'insuffisance hépatique, les AVK, les AINS, les psychotropes, on vient de le dire avec les benzodiazépines, sont contre-indiqués. Ce sont les contre-indications les plus importantes. Vous avez un tableau dans la recommandation HAS que vous pouvez regarder. Je vous ai dit les plus importants. Les plus importants, c'est AVK, AINS et psychotropes. On n'oublie pas le soutien psychologique, c'est une pathologie chronique, et l'éducation thérapeutique. Voilà. Donc voilà pour le traitement. On va maintenant passer à la surveillance de la cirrhose. Il faut, je pense, connaître le rythme. Ce n'est pas si difficile que ça. On a une surveillance qui est clinique tous les 6 mois. Le patient doit être revu tous les 6 mois en consultation. On va bien évidemment surveiller la consommation d'alcool. Il faut bien qu'il ait arrêté de boire, de drogue, de tabac. Où en est son hépatoprotection, tout ce qu'on vient de dire avant. Les comorbidités hépatiques, on va rechercher des signes d'hypertension portale ou d'insuffisance hépatocellulaire. Je ne vais pas tout vous redétailler à l'oral, vous les connaissez. Ce sont des signes cliniques d'ailleurs, je pense, à connaître. La sémiologie très intéressante qui peut tomber en question de cours très difficiles. Et le tour de taille et l'IMC, pourquoi? Pour lutter contre la surcharge pondérale qui va aggraver la fibrose hépatique. La biologie, ce n'est pas tous les 6 mois, c'est annuel. On pique de quoi Child. Donc on fait un bilan hépatique complet, une bilirubine totale, acétalate, gamma-GT, phosphatase alcaline, TP, albumine, NFS plaquettes et aussi créatinine et glycémie à jeun pour les comorbidités. On n'oublie surtout pas le dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire. Tous les 6 mois, on fait une alpha-fétoprotéinémie et une échographie abdominale hépatique avec échodoppler. Le rythme de la FOGD, je vous l'ai déjà détaillé tout à l'heure. Je vous mets juste en garde sur un autre risque. Il y a un risque multiplié par 2 d'ostéoporose. La conférence de consensus insiste dessus. On peut très bien avoir une fracture ostéoporotique chez un cirrhotique. Un petit topo maintenant sur la grossesse chez la cirrhotique. C'est vraiment pas fréquent hein, parce que les cirrhotiques, ce n'est pas des femmes jeunes, mais pourquoi pas, il y a des pathologies auto-immunes qui peuvent toucher la femme jeune. Sachez que la grossesse est autorisée en cas de cirrhose compensée. Sachez qu'il y a de nombreux risques à avoir une grossesse chez une femme cirrhotique. Ça peut déclencher une rupture de varices œsophagiennes, ça peut aggraver la fonction hépatique, on peut avoir une décompensation œdémato-acétique après une césarienne, hein, c'est une chirurgie abdominale. Retenez bien le risque de la chirurgie abdominale avec la fuite acétique sur la cicatrice. Après, c'est vraiment dur à traiter. On peut, comme dans toutes les maladies auto-immunes, par exemple en cas d'hépatite auto-immune, avoir une aggravation de la maladie auto-immune en perpartum et en postpartum. Attention en cas d'hépatite à la transmission verticale à l'enfant de virus hépatotrope. Attention à la tératogénicité d'éventuels traitements de la maladie en cause. Le suivi, la phrase clé en cas de grossesse pathologique, suivi pluridisciplinaire en centre spécialisé. Sachez qu'on recherche également par FOGD des varices œsophagiennes au 3e trimestre et elles seront traitées éventuellement.
En fonction du traitement et de la maladie causale, on pourra autoriser ou non l'allaitement. Par exemple, en cas d'hépatite, l'allaitement n'est pas contre-indiqué, c'est un piège classique. Voilà pour la prise en charge de la cirrhose non compliquée. À la fin de cette conférence de consensus, vous retrouvez des petites fiches qui sont très bien faites sur les différentes complications de la cirrhose. Personnellement, j'avais travaillé là-dessus. On va très brièvement, pour finir, reprendre le traitement de chaque complication les plus classiques. La première complication, c'est la poussée d'acide. On hospitalise le patient en cas de première poussée d'acide. Les deux PMZ dans une prise en charge d'une poussée d'acide, c'est on cherche le facteur déclenchant, qu'est-ce qui a provoqué une décompensation de la fonction hépatique, et on recherche une autre complication qui se combine. Sachez que très souvent chez le cirrhotique, les complications se combinent entre elles, on a tendance à se focaliser sur une seule complication et on oublie la prévention des autres complications. Donc on cherche le facteur déclenchant et une autre complication de la cirrhose qui vient se rajouter par-dessus. On évalue la fonction cardiaque et la fonction rénale parce qu'on a un item acide dans l'orientation diagnostique et on sait que les trois organes qui peuvent donner un acide, c'est foie, cœur et rein. On fait une ponction diagnostique d'acide et pas évacuatrice et on l'envoie en biochimie et en bactériologie. Biochimie pour le taux de protide. Le traitement de la poussée acétique en lui-même, c'est un régime sans sel, attention, pas de restriction hydrique. Ne faites pas de bêtises, on a bien une hypovolémie relative dans la cirrhose, donc régime sans sel mais pas de restriction hydrique. Un traitement par diurétique, en première intention de la spironolactone, et si c'est insuffisant, on y ajoutera du furosémide. Voilà. Si le traitement diurétique est inefficace, ou il est mal toléré, ou si on a une gêne trop importante, on pourra alors faire cette fois-ci une ponction évacuatrice de l'acide, et on n'oublie pas la compensation par albumine, l'expansion volémique, si la ponction évacuatrice est supérieure à 3 litres. Voilà. Vous avez fait tout ça, vous avez répondu à tout, vous avez oublié le plus important, c'est la surveillance. Une fois que le patient a fait sa première poussée d'acide, il va faire une complication derrière, c'est certain. Donc il faut vraiment détailler la surveillance. La surveillance aux ECN, il faut la détailler s'il n'y a pas de questions spécifiques dans toutes les questions, et encore plus dans une question comme ça. Qu'est-ce qu'on surveille chez un patient qui fait une première poussée d'acide? Déjà, si ça répond bien au traitement. Donc le périmètre abdominal, son poids, l'acide, les œdèmes des membres inférieurs, une complication qui vient se greffer, une encéphalopathie, examen neurologique quotidien, une complication métabolique, la fonction rénale, qu'est-ce qu'elle devient, une créatinémie, une natrémie, un ionogramme urinaire, est-ce que la natriurèse est bien adaptée? Il faut vraiment surveiller. La natriurèse, c'est fondamental dans le traitement de la poussée d'acide. Voilà, on a vu le traitement de la poussée d'acide, on va passer à l'acide réfractaire cette fois, c'est un peu moins tombable selon moi. Le traitement radical de l'acide réfractaire, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun traitement qui marche, donc il faut évoquer la transplantation hépatique. En attendant, le TIPS, c'est hyper spécialisé, vous verrez c'est un shunt intrahépatique qui diminue l'hypertension portale. Il y a de nombreuses explications dans les bouquins de gastro, je ne vais pas vous l'expliquer ici. Le traitement d'une infection du liquide d'acide, ça, c'est à mon sens beaucoup plus tombable. C'est une urgence médicale. Ça a un fort taux de mortalité. L'antibiothérapie est immédiate, elle est probabiliste. C'est du céfotaxime parentéral 5 jours. Et on détaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cas d'allergie, il faut toujours détailler cette alternative, on donne des fluoroquinolones 7 jours. Oflo ou ciprofloxacine. Attention, pas de norfloxacine. On ne donne pas de diurétique dans le traitement de l'infection du liquide d'acide. Mettez bien d'un côté le traitement de la poussée d'acide et d'un autre côté le traitement de l'infection du liquide d'acide. On ne donne pas de néphrotoxique, on vient de parler d'antibiotiques, on ne donne surtout pas d'aminosides et on ne donne pas de diurétique. On fait une ponction d'acide de contrôle à 48 heures. Pourquoi? Pour vérifier qu'on a bien contrôlé notre infection. Le taux de PNN doit avoir diminué de 50%. Pour rappel, la définition, c'est un taux de PNN supérieur à 250 dans le liquide d'acide. On fait un relais par norfloxacine perros au long cours. On ne l'oublie pas, parce que tant qu'on est à haut risque d'infection du liquide d'acide, on y reste et il faut faire une prévention secondaire pour éviter que ça recommence. Et on discute la transplantation hépatique comme dans toutes les complications de la cirrhose décompensée. La transplantation hépatique, vous pouvez en parler sans problème. C'est un traitement à toujours évoquer dans la cirrhose décompensée. Pour finir sur cette conférence de consensus HS sur la cirrhose, on va voir très brièvement le traitement d'une rupture de varices œsophagiennes. Là, c'est le tiroir. Urgence thérapeutique, hospitalisation à proximité d'un plateau technique d'endoscopie. Où est-ce qu'on hospitalise? C'est hyper important de dire qu'on va vers un plateau technique d'endoscopie et qu'on ne va pas vers une maternité de niveau 2 ou je ne sais quoi. Il faut vraiment envoyer le patient là où il ne va pas avoir un geste endoscopique d'hémostase. C'est important, ça a déjà été coté dans un dossier d'hémoptysie ECN. Il faut dire où on l'envoie. Traitement vasoactif précoce au domicile, les analogues de somatostatine, tout ça. On corrige une instabilité hémodynamique, on peut avoir un choc hémorragique. Attention à éviter un excès de remplissage qui pourrait entraîner une récidive de l'hémorragie. Vous avez des objectifs dans la conférence de consensus, personnellement je ne les avais pas appris, mais on précise bien qu'on ne remplit pas trop. Dès que le patient est stable,
On fait une FOGD et en fonction du grade, on va faire un traitement endoscopique d'hémostase. Si c'est un grade 1, on va faire une ligature endoscopique et au-delà de grade 2, injection de colle biologique. Voilà. À côté de ça, on prévient l'infection du liquide d'acide systématiquement par norfloxacine, PEROS 7 jours systématique. Une prophylaxie secondaire, on n'oublie pas, on a fait un saignement, une rupture de varices œsophagienne par bêta-bloquant ou ligature endoscopique et on discute la transplantation hépatique. Je rajoute juste un dernier point. Je viens de me rendre compte que dans le traitement de l'infection du liquide d'acide, j'ai oublié un point fondamental. C'est l'expansion volémique systématique par perfusion d'albumine à J1 et J3. Contrairement au traitement de la poussée d'acide, l'albumine est donnée uniquement qu'en cas de ponction évacuatrice de grand volume. Dans le traitement de l'infection du liquide d'acide, l'expansion volémique par albumine est systématique. Ça peut être un 0. C'est un oubli grave, je viens de l'oublier. C'est à J1 et J3. C'est très important de ne pas l'oublier dans l'infection du liquide d'acide. C'est systématique chez tous les patients. Voilà pour cette conférence de consensus sur la cirrhose.